Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast des clés de l'être. Et si l'exploration de la conscience s'ouvrait à chacun de nous? Pose-toi en ton cœur et suis-nous dans ce voyage passionnant. Jennifer, nous sommes aujourd'hui réunies toutes les deux pour explorer le sujet du syndrome du jumeau perdu. Donc, c'est un syndrome qui est décrit chez les personnes qui ont perdu un jumeau, un frère ou une sœur dans le ventre de leur maman. Quand je te dis le syndrome du jumeau perdu, qu'est-ce qui te vient comme première information? J'ai le mot choix que ça me fait ressentir dans le corps. Là, ce mot choix, c'est comme quelque chose de prévu. C'est pas une surprise. C'était convenu comme ça. C'était convenu comme ça pour... Alors, ça me montre des personnages comme si c'était convenu à la fois pour le jumeau survivant, mais c'était convenu aussi pour la mère, pour la famille. Ce syndrome a un sens pour tout le monde. Et le sens pour qui ce sera le plus poussé, ce sera pour le jumeau qui est resté seul et qui y a été jusqu'au bout de l'incarnation. J'imagine qu'il y a plusieurs sens possibles en fonction des choix d'incarnation. Quels pourraient être ces sens, ces raisons de vivre cette séparation? Alors, c'est comme s'il y avait un point commun pour tous. C'est comme si il y avait un besoin d'être accompagné pour cette incarnation-là. Et comme si, du coup, d'y aller à deux, ça allait être plus facile. Donc ça, j'ai vraiment le sentiment que c'est presque un point commun pour tous. Un truc de base, un petit peu, tu vois. Et par-dessus, peut se rajouter effectivement un sens clé par rapport au choix d'incarnation, par rapport à ce que l'âme est venue faire comme expérience pendant cette vie-là. Par exemple, ça me montre là une personne qui... Personne n'avait conscience qu'à la base, ils étaient deux, puisque le jumeau perdu est parti avant la première écho et tout ça. Donc en fait, personne n'a jamais su qu'ils étaient deux. Et pourtant, cette personne, quand elle va naître et quand elle va grandir, elle va ressentir une profonde solitude, alors qu'elle est très entourée, alors qu'elle est accompagnée. Là, dans ce cas-là, en plus, c'est quelqu'un qui naît dans une famille où il y a déjà des enfants avant elle. Comme si derrière cette profonde solitude qu'elle sent à l'intérieur d'elle, il y a une part d'elle qui a conscience qu'il lui manque quelque chose. Et ça génère de la solitude. Ce que ça me montre, c'est que pour cette personne-là, ce syndrome, du coup, il va venir donner du sens à ce qu'elle est venue apprendre. C'est-à-dire que cette personne-là, dans ce qu'elle apprécie, était venue faire l'expérience de la solitude tout en étant extrêmement entourée, tu vois, d'une solitude intérieure profonde. Si la grossesse jumellaire pour cette personne-là avait été jusqu'au bout, elle n'aurait pas ressenti cette solitude et du coup, elle n'aurait pas pu faire l'expérience de transmuter la solitude, puisque cette âme avait déjà auparavant fait l'expérience de la solitude, mais jusqu'à vraiment se laisser mourir tellement elle la subissait et tellement dans ses tripes, c'était terrible, quoi, tu vois. Dans l'exemple que tu as donné, c'est une histoire d'un jumeau perdu très tôt dans la grossesse, donc inconnu sur le plan familial. Est-ce que ça veut dire que cette solitude a commencé très tôt in utero? Là, pour cette personne que j'observe, oui. Oui, oui, Est-ce oui. qu'il y a un impact du syndrome du jumeau perdu qui est différent en fonction du moment de la perte pendant la grossesse? Je n'ai pas vraiment de réponse là-dessus. Ce que ça me renvoie surtout, c'est vraiment presque, j'ai envie de dire, presque dans tous les cas, ça viendra activer chez celui qui reste quelque chose de spécifique. Et dans tous les cas, cette chose spécifique est liée à ce qu'il est venu faire comme expérience pour cette vie-là. Que le jumeau s'en aille au bout de quelques jours ou quelques semaines
de fécondation, on va dire, ou quelques mois, l'impact, il a l'air d'être le même. Par contre, pour l'extérieur, c'est là où ça change tout. Entre un jumeau qui part alors que la maman, le papa, etc., personne n'a conscience qu'il y avait des jumeaux au départ, il n'y a pas vraiment d'impact du coup pour eux. Et par contre, une fois qu'il y a connaissance de jumeaux, là, il y a un impact pour l'environnement extérieur en fait. Il y a un deuil. Oui, il y a un deuil qui se met en route. Je ressens beaucoup de culpabilité aussi, de culpabilité dans les deux sens, notamment pour la maman, là je parle, hein. Je culpabilise de ne pas avoir mené à bien l'ensemble de mes œufs, je vais le dire comme ça, et donc du coup d'en avoir perdu un. Je pense à celui qui reste et je me dis, oh là là, le pauvre, il ressent ma culpabilité, et du coup je culpabilise pour lui qui ressente ma culpabilité que j'ai par rapport à l'autre. C'est assez complexe parce que derrière, il y a un seul mot, hein, le mot culpabilité, mais c'est émotionnellement, il se passe pas la même chose. Ça vibre pas pareil, tu vois. Ça résonne avec le fait que le jumeau restant vit tout l'émotionnel de sa maman. Bah, c'est-à-dire que pour le jumeau restant, ça me fait ressentir la perte de mon jumeau. Et par-dessus ça se rajoute la perception émotionnelle que j'ai de l'environnement extérieur et notamment de la mère de ma Ils maman se avec sent qui je coupable. suis très en lien, évidemment, qui se sent coupable. Donc soit la culpabilité de la mère, l'émotionnel de la mère vient renforcer ça chez moi, soit ça crée un deuxième, comme si ça crée une deuxième ligne, une deuxième blessure, ouais. Ça renvoie à une autre question. Donc au début, tu as donné l'exemple de parents qui n'étaient pas au courant. Parfois, le personnel médical peut l'observer pendant l'échographie, un embryon perdu. Est-ce que c'est important ou pas de le dire à ce moment donné-là? Une maman qui est très à l'écoute de son corps, de ses ressentis, de sa petite voix intérieure et tout ça, en fait, elle le sait. Ou elle le saura au moment où le personnel soignant va l'identifier. Lui, il fait le choix de ne pas le dire, mais elle capte qu'il y a un truc, elle le sait, il n'y a presque pas besoin de le dire, en fait, elle le sait. L'instinct maternel est déjà là. Non, tu vois, là, alors ça me montre quelqu'un qui est pas du tout enceinte, qui est elle aussi très à l'écoute de son corps et de ses ressentis et de sa voix intérieure. Et par exemple, la personne là que ça me montre, c'est pareil, c'est quelqu'un qui est capable en fait de savoir qu'elle est malade, par exemple. Alors Mhm. malade, je parle pas d'un rhume, hein, je parle de maladies plus importantes. Juste parce qu'elle est très connectée et en phase avec elle-même, elle sait que là, il y a un dérèglement quelque part. Et elle va agir dans ce sens, tu vois. C'est pas lié à l'instinct maternel. Et par contre, tu vois, pour les personnes, et donc c'est la majorité des cas, qui sont pas très à l'écoute de leur corps, pas très connectés, ça va passer inaperçu du coup pour elles. En fait, ça va passer inaperçu pour l'humain, mais pas pour l'âme, évidemment. C'est comme si la grossesse pouvait représenter une occasion pour ces personnes de se reconnecter à elles, de se reconnecter à leurs ressentis, à leur petite voix intérieure, et donc de rencontrer leur âme, ou en tout cas de s'en rapprocher. Donc il y en a qui vont le faire, mais il y en a qui vont passer complètement à côté. Et c'est OK, enfin, il n'y a pas de problème, hein. C'est un constat, c'est une observation, quoi. Et par rapport au personnel médical, est-ce qu'il doit ou pas dire les choses? J'ai pas de réponse. Si on observe le syndrome du jumeau perdu, est-ce qu'il est vécu différemment si on a affaire à des vrais jumeaux, ce qu'on appelle des vrais jumeaux et des faux jumeaux? J'ai pas l'impression qu'il y ait une différence. Là, pour te décrire, c'est comme si devant moi, j'avais un écran, comme un écran de cinéma, avec à gauche les faux jumeaux et donc qui sont dans deux œufs différents, et à droite des vrais qui sont dans un seul œuf. Comme si depuis ces écrans, bah, j'ai comme un lien de connexion qui se connecte à mon cœur, qui me fait ressentir des choses. Et en fait, la vibration là, de ce lien de l'écran vers moi est la même d'un côté et de l'autre. Ça vibre pareil. C'est ça qui me fait dire que je n'ai pas l'impression qu'il y ait une vraie différence. Observez maintenant un bébé qui a ce syndrome du jumeau perdu. Comment on peut déceler s'il y a ce syndrome dans le comportement du bébé?
J'ai pas grand-chose qui me vient. Et si tu vas un peu plus loin quand l'enfant grandit, est-ce que ça s'observe d'une façon ou d'une autre? Ça peut se détecter? C'est pas évident, hein, ta question, parce que là, dans les ressentis que j'ai, si tu veux, c'est comme si ce qui pouvait se manifester chez l'enfant, si on reprend cet exemple de solitude, où là, ça me montrait aussi un enfant qui bouge beaucoup, comme s'il vivait pour deux. Et ben, c'est comme si ces choses-là, elles ressemblaient aussi à d'autres tableaux cliniques, on va dire. C'est difficile de pouvoir dire avec certitude que si un enfant présente tel comportement ou telles actions ou quoi, on peut identifier le syndrome. En fait, c'est comme si ce syndrome, il était associé à d'autres choses aussi. Comme si un enfant qui a ce syndrome peut développer d'autres spécificités. Là, ça me montre comme une forme de dépression. Là, sinon, ça me montre comme une forme d'hyperactivité. En fait, il y a plein de cas de figure et c'est comme si ce syndrome, il pouvait pas exister seul. Si l'enfant souffre de ce syndrome, il développera autre chose avec. Qu'est-ce que le fait de pouvoir conscientiser que le comportement, la problématique de l'enfant est liée à ce syndrome peut apporter? Est-ce que c'est important de l'amener à la conscience de l'enfant que ce qu'il vit à l'intérieur, c'est une souffrance liée à un jumeau perdu? Eh ben, là encore, il n'y a pas de réponse toute faite. Ça dépend du chemin de chacun. Dans tous les cas, tout est juste. Que la personne conscientise tôt ce syndrome ou non, tout est juste. Donc, tu vois, ça me renvoie sur la première personne que j'ai vue là qui souffrait de solitude. Même si quelqu'un avait essayé de la mettre sur la piste de ce syndrome pour l'aider et pour lui apporter une solution, elle serait passée à côté. Parce que pour cette personne-là, le chemin, c'est de vivre pleinement cette solitude et presque de manière incompréhensible, parce que c'est précisément en ressentant ça, ça va ouvrir chez elle le chemin de l'éveil et de la reconnexion à soi. Et donc, bah, c'est juste. Un parent qui se rend compte que son enfant est en souffrance, qui a cette conscience du syndrome du jumeau perdu, comment il peut accompagner au mieux son enfant? Comment il peut l'aider? Alors, ça me dit qu'il se fasse accompagner lui-même à la rencontre de professionnels qui va accompagner le parent dans sa parentalité avec cet enfant et en même temps qui accompagnera l'enfant. Donc là, ça me montre une maman qui attendait des jumeaux et au 5e mois, l'un des deux est parti. Donc elle a évidemment beaucoup souffert et ça a été très compliqué. Elle s'est fait accompagner. Son enfant, ça me montre là, c'est une fille. Et elle est très joyeuse, elle est très en colère, elle est très sportive et elle est très, voilà, c'est tout excessif un peu, tu vois, tout très fort. Elle faisait tout pour 2. Bah, c'est ce que pensait la maman, mais c'est que en se faisant accompagner, cette maman a compris qu'elle projetait sur sa fille une croyance, mais qui n'était pas nécessairement la réalité de sa fille. Et c'est pour ça que pour un parent, c'est compliqué d'accompagner ce syndrome, tu vois, parce que en fait, par amour pour l'enfant, on va avoir tendance à projeter tout un tas de choses, projeter une grande tristesse ou un trop quelque chose, enfin, tu vois, ou justement cette croyance il vit pour deux, etc., alors que peut-être pas. Et ça a l'air compliqué, quoi. Cette maman, elle a cherché un professionnel, elle s'est fait accompagner, elle a compris ça pour elle et qu'elle a compris que elle, derrière cette projection qu'elle faisait sur sa fille qui vit pour deux et que c'est pour ça qu'elle est excessive, elle a pris conscience que c'était comme un deuil qu'elle n'avait pas fini de faire pour ce jumeau parti à 5 mois de grossesse. De façon inconsciente, elle demandait à sa fille de vivre pour deux. Et en fait, quand la maman, elle a réglé ça, elle a fait vraiment son deuil et elle a lâché cette croyance, et ben bizarrement, la petite, elle a cessé d'être trop
Alors, ça restait une petite fille très dynamique quand même, plutôt joviale, mais c'est plus le mot trop qui l'a caractérisée, c'est juste là sa personnalité. Ce qui ne veut pas dire que la petite fille ne souffre pas, elle, du syndrome, mais pour arriver à ce stade-là, ça a demandé à la maman d'aller au bout de son deuil de ce jumeau qui n'est pas. Que ça aurait dû être des jumeaux, mais ça ne l'est pas. Et donc, tu vois, il y a eu tout ce travail pour qu'elle puisse, elle, après, être dans l'accueil de cet enfant, comme si ça avait été une grossesse pas gémellaire. Avec peut-être l'histoire de l'enfant qui vit une solitude à l'intérieur qu'il a dépassé de ce choix d'incarnation. Oui, tout à fait. Mais du coup, là, la maman, elle pourra accueillir ça. Et l'enfant va pouvoir faire sa propre expérience de ce départ in utero. Et la maman sera en capacité, ou le papa, ou les deux d'ailleurs, seront en capacité d'accueillir lorsque tout le chemin que ce syndrome pourrait déclencher pour leur enfant. Et donc, ils seront là pour le faire. Ce sera OK, en fait. Selon Alfred et Bettina Osterman, les auteurs du livre Le syndrome du jumeau perdu, un embryon sur 10 verrait son jumeau disparaître en cours de grossesse. Comment est-ce que ce chiffre résonne pour toi? Alors, bah, ça me renvoie à ce que je t'expliquais au tout début de l'explo. Il y a plein de fois où l'âme avait juste besoin qu'on lui tienne la main pour venir, pour oser s'incarner. Et c'est OK. Et à un moment donné, il y en a un qui part. Donc toi, dans ton observation, si tu dézoomes de la Terre, on est bien à une personne sur 10 en proportion? Donc là, oui, ça résonne juste parce qu'en fait, quelqu'un qui a besoin d'aide, d'encouragement pour venir s'incarner et après l'autre s'en va, ça peut correspondre effectivement à une personne sur 10. Par contre, est-ce qu'il va en souffrir? Pas nécessairement. Ça veut dire que toute personne qui a vécu cette perte du jumeau dans le ventre maternel ne va pas nécessairement En développer le souffrir? syndrome, Oui, en clairement pas. souffrir. Est-ce que ce syndrome serait surattribué dans la population par les thérapeutes? Alors, ça me dit un grand oui, hein, sans hésitation. Et ça me prend même en exemple la notion d'âme sœur. Ça me donne en exemple la notion de flamme jumelle. Voilà, bon, voilà, c'est les premières qui ont été dites, ça m'en dit plein, mais ça va trop vite. Ça rassure l'humain de pouvoir poser une étiquette sur quelque chose. Peu importe l'étiquette que je mets dessus, si ça donne du sens à ce que je traverse, alors ça me va. Ce syndrome est surreprésenté par rapport à la réalité physique. Moi, ça me dit oui et donc ça me renvoie à ce que je t'ai dit juste avant, des personnes qui souffrent de ce syndrome, on est loin du 1 sur 10, hein. On met cette étiquette trop facilement. En fait, derrière, il peut y avoir d'autres choses qui correspondent davantage, en fait. Est-ce que tu pourrais explorer un peu plus loin? Qu'est-ce qui pourrait amener un thérapeute à attribuer ce syndrome du jumeau perdu alors que c'est autre chose? En fait, c'est comme si, tu vois, si je reprends âme sœur, flamme jumelle, mais même, tu vois, ça me dit même hypersensible, TDAH. Enfin, ça me parle de beaucoup de choses. C'est comme si, aujourd'hui, on a perdu le sens profond qu'il y a derrière ces intitulés, on va dire ça comme ça. Les thérapeutes eux-mêmes pouvaient être un peu, pas tous, hein, certains pouvaient être un peu embarqués avec cette vulgarisation de ces termes, là où normalement ils sont justement professionnels et disposés à stopper quelqu'un qui va dire ah, mais moi je sais pas, je pense que j'ai un TDAH par exemple. Et comme il a la maîtrise des tableaux cliniques, il devrait pouvoir dire non mais là, excusez-moi, je vous arrête, c'est pas du tout ça et voilà plutôt ce que c'est, tu vois. La majorité des thérapeutes font ça, mais c'est comme si, dans le courant de l'humanité, on va dire ça comme ça, il y a quelque chose, il y a une énergie là qui est en place, qui fait que petit à petit, on perd le sens derrière ces intitulés, et c'est comme petit à petit, certains thérapeutes suivent cette mouvance, malgré eux, hein, c'est pas du tout conscientisé ou quoi, mais ils sont comme s'ils étaient embarqués dans ce tourbillon,
Et du coup, eux-mêmes vont participer à la vulgarisation de ces termes. Et tu vois, dire à quelqu'un, ah bah, je pense que c'est le syndrome du jumeau perdu. Alors qu'en fait, c'est pas vraiment ça. C'est peut-être il y a davantage une dépression ou davantage d'autres pathologies liées à la santé mentale, tu vois. Et comme si lui aussi, il va passer à côté. Comme si lui aussi, il était influencé et désorienté par cette énergie qu'il y a en ce moment, hein, de manière générale, sur la planète et pas que sur ces termes-là. Comme si en ce moment, l'humain était en quête de quelque chose d'extraordinaire, on va dire. Et dans cette quête, il se perd complètement. Et donc, si on revient sur le thème là et les pathologies, bah, tu vois, là, ce que ça me renvoie, c'est que presque dépression, c'est has-been. Alors que syndrome du jumeau perdu, c'est vachement plus fun. Enfin, tu vois, c'est plus comme si ça donnait une identité hors du commun ou un peu hors norme, dans le sens pas comme tout le monde, tu vois. Mhm. Et donc, ça fait partie de la mouvance. Comme si les humains étaient en recherche d'une identité hors norme. Et tu vois, quand je te dis ça, en même temps, ça me dit, c'est parce qu'ils cherchent à l'extérieur. Ils cherchent dans le regard de l'autre, ils cherchent à l'extérieur d'eux-mêmes. Et donc, du coup, tout est bon à prendre, tu vois. Alors qu'en fait, leur identité, elle est hors norme parce qu'elle est unique, parce qu'il n'y a pas un seul être humain qui se ressemble. En fait, j'ai vraiment une image de tourbillon, donc un tourbillon d'énergie, là, vraiment, qui dérègle tout. Et dans ce tourbillon, il y a toutes ces choses-là, qui ont des liens entre elles, qui peuvent exister individuellement et qui ont à la fois des liens entre elles. Quelle est la raison d'être de ce tourbillon actuellement? Bon, alors le premier mot que ça m'a dit du tac au tac, hein, c'est pour troubler et bloquer l'éveil. C'est un tourbillon là pour, oui, c'est ça, pour empêcher la reconnexion à soi et l'éveil de cette identité unique, de notre souveraineté, de notre toute-puissance. Et comme si, en fait, plus si on s'éveille à ça, petit à petit, on va sortir du schéma dans lequel on existe, du schéma de consommation dans lequel on est, du schéma qui a été instauré sur Terre. C'est pas dans l'intérêt. Du coup, je te dis, j'allais dire, c'est pas dans leur intérêt. Mais du coup, ça m'a stoppé en me disant, bah, l'heure, c'est qui l'heure? Mais je ne sais pas, j'ai pas de réponse. Mais c'est pas dans leur intérêt qu'on soit trop éveillé, tu vois. Et donc, c'est comme si ce tourbillon, il permet de garder la main, tu vois, sur ce manque d'éveil. Tous les syndromes et toutes les pathologies qu'on peut avoir nous invitent à une exploration de nous-mêmes, à un éveil à nous-mêmes. Si tu observes cette énergie d'un point de vue, je dirais, très, très, très élevé, des plans les plus élevés, quelle est sa raison d'être? Bah, d'amener à l'éveil, c'est rigolo. C'est complètement contradictoire. Mais oui, d'amener à l'éveil et comme si quand on sort de ce tourbillon et qu'on arrive à ne plus être emmené par lui, eh ben on brille beaucoup plus fort. Si ce tourbillon n'avait jamais existé, je me serais jamais désorientée de moi-même, hein. Donc il y aurait quand même eu une forme d'éveil dès le départ. Il n'y aurait pas eu cette quête de l'éveil à soi et de la reconnexion à soi. En tout cas, elle aurait été beaucoup moins prononcée. Et du coup, potentiellement, je ne serais pas allée aussi loin que là, ce que je fais grâce à ce tourbillon. Et donc, du coup, je brille plus fort, je me connecte davantage, je suis plus en conscience. Enfin, tu vois, c'est comme si, en fait, la vertu de ce tourbillon, c'est exponentiel, c'est d'augmenter de façon exponentielle ma reconnexion à moi-même, ma propre lumière, etc. C'est super intéressant. Ici, on vient d'observer cette énergie comme si on était victime d'une énergie sombre. Et quand on l'observe d'un point de vue neutre, on voit sa raison d'être qui nous invite à expérimenter et à aller encore plus loin dans notre éveil. Oui, oui. C'est une très belle conclusion pour cette exploration. Je ne sais pas si tu as encore des messages qui te viennent par rapport à ce sujet du syndrome du jumeau perdu. Ce syndrome, comme plein d'autres syndromes ou pathologies, c'est une fonction, ce n'est pas une identité.
Sa raison d'être, c'est de nous mener sur notre chemin de cette vie-là, faire l'expérience qu'on était censé faire, grandir, transmuter, tu vois, que notre âme grandisse un peu plus. Et voilà, et c'est vrai pour le syndrome des jumeaux perdus, mais c'est vrai pour une dépression, c'est vrai pour quelqu'un qui a de la bipolarité, c'est vrai pour tout en fait. Merci beaucoup à toi, Jennifer, et merci pour votre écoute. Envie de soutenir les clés de l'être? Likez ce podcast et abonnez-vous à la chaîne. Toute demande, contactez-nous à l'adresse lesclésdelettre@gmail.com. À bientôt!